Bonjour, je suis François Bouteille de la société Études Air Comprimé. Je suis le gérant de cette petite société qui existe depuis 1998. Donc on a fait beaucoup de campagnes de mesure, beaucoup d'études dans beaucoup de sites sur l'air comprimé. On a mesuré d'autres fluides également, mais l'air comprimé reste un domaine où on intervient beaucoup. Et j'ai commencé à vous présenter une sorte de cheminement où on précise un schéma très simple au départ, avec beaucoup de parties inconnues, et on voit comment ça évolue, comment on peut l'adapter aux besoins. Alors le besoin, pour nous, est représenté en fait par ce qui pour nous est important, c'est pour ça qu'on le met en haut, vous voyez. On ne part pas vraiment du compresseur, normalement, dans notre approche, même si en fait il faut avoir une vue d'ensemble. On va voir trois utilisations. Un filtre à manche, qui demande une qualité pas trop mauvaise, il ne faut pas qu'il y ait de la glace ou de l'eau liquide qui arrive sur les manches. Donc des filtres à manche, des vérins. Les vérins et autres moteurs pneumatiques ont besoin d'un certain séchage et d'une pression aussi. Vous voyez, la pression étant très importante. Et puis le séchage, c'est si le vérin produit de l'énergie mécanique à partir de l'énergie potentielle de pression de l'air comprimé. Et enfin, des vannes de régulation. On parle d'air instrument. Dans ce cas-là, il faut souvent de l'air beaucoup plus propre, beaucoup plus sec. Ça se fait souvent par un petit séchage local, vous voyez. Et donc, vous voyez, les besoins sont un peu différents. Ce sont des besoins qu'on a imaginés pour pouvoir donner l'occasion de discuter justement sur comment on adapte l'installation à des besoins particuliers, et donc aussi comment on la conduit. Le cours, et je dirais ce cours d'introduction, était commun aux conducteurs d'installation et aux concepteurs, puisqu'il y a un certain nombre de connaissances qui sont communes, évidemment. Donc là, ça fait partie des connaissances qui sont clairement communes. On a envisagé d'avoir ici trois compresseurs à vis lubrifié, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus banal. Il y a 80% des compresseurs sont à vis lubrifié. C'est un produit générique. Il n'y a rien qui ressemble plus à un compresseur à vis lubrifié qu'à un autre, même s'il y a quelques petites différences de rendement. Ça joue sur 5 ou 6%, ce n'est pas des choses beaucoup plus importantes que ça. Vous avez, il y a quelques compresseurs qui sont entraînés par courroie qui peuvent avoir des rendements un peu moins bons, vous voyez. Il y a des blocs vis qui auraient un rendement meilleur, vous voyez. C'est pas non plus que, ça ne dépasse jamais 10% de différence entre un bon compresseur et un moins bon compresseur. Et en fait, je dirais que la vis lubrifiée, aujourd'hui, il y a des matériels qui viennent de Turquie, qui viennent de Chine, et qui peuvent être relativement adaptés à des besoins en Europe. Vous voyez, je dirais que les technologies de compresseurs sont des points qu'on abordera ultérieurement. Là, on a pris la plus banale. Et par contre, on a décidé d'avoir un schéma. Alors, on a choisi d'avoir le schéma raisonnable. On ne va pas prendre le système avec sécheur intégré. Le système avec sécheur intégré ou dédié, c'est un élément qui a tendance à être beaucoup plus cher en investissement, puisqu'il faut souvent un quatrième système, un quatrième compresseur à sécheur intégré pour avoir la même disponibilité d'air comprimé sec. On va rester plutôt sur un schéma simple, et ce qu'on va vous proposer ici, c'est un schéma raisonnable. Un schéma raisonnable où on va voir ici un gros sécheur frigorifique, sécheur frigorifique. C'est une idée, on va essayer de faire simple, vous voyez, puisque on a des besoins, il faut les couvrir, mais d'autre part, on veut pas faire une installation trop complexe. Ce sécheur frigorifique va alimenter un réseau qui reste inconnu, c'est notre méthode, on va préciser ce qui se passe. Il y a un réseau, il y a des comptages qui nous intéressent parce qu'ils peuvent occasionner un peu de perte de pression, par exemple, et de là, on alimente nos trois usages de l'air comprimé. On va néanmoins introduire une idée, vous voyez, c'est que pour les vannes de régulation, qui sont en général à un petit débit,
concerne des parties importantes du process, on va introduire ici un sécheur par absorption. Et je vais préciser un sécheur par absorption local. Voilà. C'est une idée qu'on peut envisager. Et de là, on va vers les vannes de régulation. Alors, ce type de schéma peut présenter un intérêt parce que, comment dirais-je, très souvent, ce débit qui demande une meilleure qualité, je dirais que les vérins et filtres à manche. Hein. On est dans un pays chaud, on n'a pas vraiment de risque d'avoir de la glace, ou alors les fumées sont chaudes, donc ça ne va pas geler, vous voyez, c'est pas trop grave. On n'a pas de pompe pneumatique qui prélève ou de vérin de motorisation pneumatique qui prélèverait un important pourcentage de l'énergie potentielle de pression, et qui donc abaisserait beaucoup la température. Ou si on l'a, on dit que ça n'arrive que quelques jours par an. C'est quand l'air est à la fois froid et puis que le vérin fonctionne beaucoup. Vous voyez qu'on a fini par avoir un bouchon de glace. Et on décide d'avoir un système où il y a un gros sécheur. Donc si par exemple vous avez 3 compresseurs de 1000 m3, vous voyez, vous avez ici un sécheur capable de traiter un peu plus que 3000 m3, peut-être 5000 m3, hein, quand même. On va le surdimensionner. Et un sécheur ici par absorption locale, qui sera peut-être un sécheur de 500 ou de 400 m3, puisqu'il va alimenter des vannes de régulation et puis des parties d'air instruments qu'on souhaite, ça va être des refroidissements de caméras, des refroidissements de sondes de mesure de température, vous voyez. On ne souhaite pas balancer de l'huile dedans, donc on met un sécheur à absorption et puis aussi les filtres qui vont avec, hein, plus souvent, on a besoin pour de l'air à instrument, d'air qui soit à la fois sans huile et sans eau liquide. Alors comment on va évoluer notre installation quant à nos 3 critères, qui sont l'énergie, les chutes de pression, hein, c'est ce qu'on veut éviter. Vous voyez, on ne souhaite pas avoir une pression inutilement élevée parce que ça se traduit par plus d'énergie. On veut minimiser l'énergie, la consommation d'énergie. Et puis, éventuellement, ce qu'on appellera l'eau. On va se concentrer quand même sur le défaut principal de qualité, qui est l'eau dans l'air comprimé. Comment ça va évoluer? Alors, en ce qui concerne l'énergie, le simple fait de mettre en place ce sécheur par absorption locale, j'ai supposé que c'était un sécheur de 500 m3, eh bien, on va avoir une consommation d'air de régénération. L'air de régénération, ce sont des choses qu'on abordera dans la suite du cours, quand on viendra parler en détail des composants. Mais là, on est dans une partie qui concerne les schémas et mesures. C'est une sorte d'initiation pour des débutants. Avant de s'enquiquiner à examiner comment fonctionne un sécheur par absorption locale, vous voyez, il faut qu'on comprenne comment ça va influencer notre installation et sa conduite quant à nos 3 critères, vous voyez. Et les seuls trucs qui nous intéressent ici, c'est l'énergie, la chute de pression, l'eau dans l'air comprimé. On a évoqué le fait, qui est souvent vrai, qu'on ne cherche pas forcément à investir plus que nécessaire, ou avoir des coûts de maintenance plus que nécessaire. Mais là, vous voyez, on a choisi ces critères, donc on pourrait imaginer une étude avec des critères tout à fait différents, hein, qui seraient par exemple rechercher avant tout l'absence de bruit. Vous voyez, le bruit peut être un critère pour certaines études. On va chercher quelquefois à minimiser les risques. Hein. Donc ici, en tout cas, vous allez avoir, je dirais, si c'est un sécheur de 500 m3, il va consommer en moyenne 15%, et en instantané plutôt 25 ou 30%. Donc ici, on va dire, voilà, s'il est un peu surdimensionné, on va avoir ici 100 m3 de consommation en plus. Vous voyez, et donc, pour fournir peut-être ici 200-300 m3, vous voyez, on va avoir 100 m3 en continu, parce qu'il faut toujours surdimensionner un peu ce sécheur pour répondre à certains besoins instantanés maxi, et puis par précaution. Donc là, vous voyez, on voit que pour l'énergie, le séchage par absorption va poser problème, parce que 100 m3, ça représente une quinzaine de kilowatts. Hein. Vous pouvez noter ici un premier ratio énergétique. Il y a 0,15 kWh par mètre cube.
à peu près. Pour de l'air industriel, 7 bars, fait dans des conditions raisonnables. Voyez. Donc le fait de consommer de l'air de régénération, c'est un truc nouveau, c'est une fuite volontaire qui est utilisée pour la régénération de l'alumine, de l'absorbant qui est dans le sécheur. Donc au niveau de l'énergie, on a vu que notre affaire de passage au séchage à l'absorption fait consommer ici une quinzaine de kilowatts, 0,15 par 100, si je ne me trompe pas, ça fait 15 kilowatts. Dans le même temps, le sécheur frigorifique qui peut traiter 3000 m3 dans notre coin, là on a dit qu'ici on pouvait aller jusqu'à 500 m3, eh bien le sécheur frigorifique, lui on va supposer qu'il peut prendre 3000 m3 en entrée, 1% de... c'est donc 300 kW à peu près, 300 kW, moi je dirais que ce sécheur de 300 kW va consommer pour la totalité à peu près 10 kW, voilà, 10 à 15 kW. Ça dépend comment on le surdimensionne un petit peu. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est que ce petit sécheur qu'on a installé juste pour les vannes de régulation consomme à lui tout seul autant que le sécheur qui sèche la totalité. En plus, l'air qui est venu là était déjà pré-séché. Alors on pourrait discuter de faire passer l'air comme ça, vous voyez. Ça ne ferait guère faire d'économie sur le sécheur frigorifique, peut-être on pourrait le mettre un peu plus petit, vous voyez. Mais en pratique, on préfère toujours avoir 2 séchages pour les vannes de régulation. On n'est pas gêné quand même, c'est une partie importante, vous voyez. Donc vous comprenez un petit peu que pour la partie énergie, on a un surcoût tout à fait important. Voilà. On va interrompre un petit peu ce point-là pour pouvoir faire limitation à une douzaine de minutes de nos cours. C'est utile pour les vidéos, qu'elles soient exploitables derrière. Et je dirais que quand même, le fait de passer à un séchage par absorption est une décision coûteuse en énergie. D'autant que même quand les vannes de régulation ne régulent pas et sont à l'arrêt, ça va consommer. Alors il y a des systèmes qui permettent de réguler la température de rosée pour éviter de sécher quand il n'y a pas de consommation. Ça marche assez mal, il faut dire les choses. Ça sèche d'abord à moins 70 sous pression, moins 70 degrés sous pression, avant de commencer à faire des économies. Ça veut dire que très souvent, vous achetez un truc à 5000 € qui, avec un hygromètre, et en fait, vous faites très peu d'économies parce qu'il y a toujours un peu de consommation qui relance le fonctionnement normal du sécheur. Voilà. Nous allons aborder ensuite les autres critères. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2 minutes pour moi.